Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour regarder les errata et les mises à jour qui ont été faites justement pour le jeu Middle Earth Strategy Battle Game. Donc ce sont les mises à jour de février 2021. Alors juste pour commencer, il n'y a pas eu d'errata, donc notamment au niveau des livres. Donc ce sont les dernières errata qui datent d'il y a 6 mois, parce qu'ils sortent une nouvelle mise à jour tous les 6 mois. Par contre il y a eu beaucoup de FAQ, de commentaires des designers dans pas mal de livres. Alors, on va commencer tout simplement par le premier, on va regarder du coup le manuel des règles. Donc on est parti pour les FAQ en fait du manuel des règles de février 2021. Alors, quand une règle spéciale se réfère justement au mot-clé des hommes, est-ce que cela signifie en fait que les figurines qui ont en fait le mot-clé homme ou le mot-clé femme sont concernées? Donc la réponse c'est que oui, en fait, quand une règle spéciale justement se réfère au mot-clé homme, cela se réfère en fait à l'entièreté de la race des hommes et non au genre du coup spécifique à la figurine. On pense notamment justement à Eowyn qui a du coup woman, enfin le mot-clé femme justement qui est écrit sur son profil. Et ben elle est concernée par tous les règles spéciales justement qui concernent la règle des hommes, enfin le mot-clé homme. Est-ce qu'une figurine qui se relève compte comme ayant bougé? La réponse c'est oui. On va compter en fait le mouvement de la figurine comme en considérant justement qu'il ait fait la moitié de son mouvement autorisé par rapport à son profil. Donc si vous avez un archer qui a été renversé par de la cavalerie, s'il souhaite se relever le tour d'après, on va compter en fait la moitié de son mouvement et l'autre moitié de son mouvement, il pourra soit bouger, soit comme il n'a pas bougé de la moitié de son mouvement, il pourra tirer s'il le souhaite. Si une figurine est au sol et commence en fait son tour en étant justement dans une zone de contrôle d'une figurine ennemie, peut-elle choisir en fait de se relever sans vouloir en fait charger une figurine ennemie? Donc la réponse c'est oui, en fait la figurine qui est au sol peut se relever tant qu'en fait elle ne se rapproche pas de la figurine ennemie dans laquelle elle est dans la zone de contrôle. Si une figurine qui défend une barrière choisit en fait de se mettre au sol, est-ce qu'elle compte comme défendant en fait toujours la barrière? Donc la réponse c'est non. En fait les figurines au sol n'ont pas de zone de contrôle, donc du coup elles ne protègent pas en fait la barrière. Donc si on a un ennemi qui se rapproche d'une barrière et qu'on a notre figurine de l'autre côté qui est au sol, et en fait il n'y a pas de barrière, enfin comme ils ne protègent pas la barrière, c'est comme si ils étaient au contact. Si une figurine qui bénéficie d'une marche héroïque et qui prend part aussi à un combat héroïque dans le même tour et que ce combat héroïque réussit, peut-il toujours charger en fait grâce au mouvement additionnel conféré par le combat héroïque? Donc la réponse c'est que oui, en fait la marche héroïque va seulement prévenir la figurine de charger pendant la phase de mouvement. Mais pendant en fait la phase de combat, si vous faites une deuxième action héroïque qui est le combat héroïque, et que vous le gagnez, du coup vous êtes autorisé à rebouger et cette fois-ci à charger. Mais c'est deux phases différentes, il y a la phase de mouvement où si vous faites de la marche héroïque vous ne pouvez pas charger. Mais ensuite, il y a la phase de combat qui est une autre phase. Et si bien sûr, dans cette phase-là, vous faites un combat héroïque et que vous réussissez, vous êtes autorisé à ce moment-là à charger. Vous n'avez en fait ça prime par rapport à la marche héroïque qui a été faite dans l'autre phase avant. Si un héros prend part à un défi héroïque avec une figurine de héros ennemi qui cause la terreur, par exemple, on peut penser à Elendil face à Sauron, et justement qu'il échoue à faire son test de courage afin de le charger, dû à cause en fait de la terreur, doit-il en fait dépenser ses points de puissance ou de volonté afin justement de passer ce test de courage? Parce qu'en fait, dans le défi héroïque, il faut toujours que les deux héros s'affrontent jusqu'à la mort en fait. Et du coup, ça sous-entendait en fait, est-ce que justement, par exemple, Elendil veut affronter Sauron et qu'il échoue justement dans son test de courage, est-ce qu'il doit obligatoirement dépenser ces points-là? Et en fait, du coup, les designers ont répondu que non. En fait, oui, le combat est obligatoire, mais si tu loupes ton jet de dés, tu n'es pas obligé de dépenser tes points pour justement passer la règle terreur. Donc du coup, tu peux rester devant Sauron et attendre le prochain tour pour le combattre. Si une figurine de héros est au sol avec une bannière unique qui confère en fait un effet additionnel, tel que par exemple en fait la bannière de Minas Tirith de Boromir ou la bannière royale du Rohan que possède Gamelin, est-ce que en fait justement ces bannières confèrent toujours l'effet si la figurine de héros est au sol? La réponse c'est non, les figurines ne peuvent pas bénéficier en fait des effets des bannières si leur porteur est au sol. Donc même si c'est des héros et qui sont au sol, du coup il n'y a pas l'effet de la bannière. C'est comme les bannières en fait standard. Il faut que la bannière, enfin la figurine soit du coup levée debout pour faire bénéficier ensuite des effets de la bannière aux figurines à côté. Une figurine peut-elle bénéficier du pouvoir magique lumière aveuglante ou des règles en fait qui confèrent un effet très similaire tel que par exemple le voile des ombres?
si en fait il y a une pièce ou un terrain infranchissable ou impassable, tel qu'un mur directement entre toutes les parties de la figurine et la source justement de lumière ou de noirceur ou d'ombre. Donc la réponse c'est non, en fait la lumière et l'ombre ne peuvent pas voyager au travers des murs. Alors en fait dans l'exemple par exemple, vous avez Gandalf qui utilise justement la lumière aveuglante, et vous avez Frodon mais qui est de l'autre côté d'un mur. Et je crois que, je sais plus combien c'est de pouces, je crois que c'est 6 pouces ou 12 pouces, enfin non je crois que c'est 6 pouces. Et en fait ça permet justement d'être, quand il y a des tirs sur nous, d'être touché que sur un 6. Sauf que si Frodon est de l'autre côté d'un mur, eh ben oui, il est bien dans les 6 pouces, mais le terrain et en fait la lumière ne peut pas passer, donc ne peut pas protéger Frodon en termes narratifs, on va dire. Et donc ils ont clairement indiqué qu'il faut que justement, il faudrait qu'en fait Gandalf ait une ligne de vue sur Frodon, ou Frodon ait une ligne de vue sur Gandalf, pour que justement la source de lumière puisse affecter Frodon. Si une figurine est sous l'effet du pouvoir magique paralysie, est-ce qu'il contribue toujours à amener en fait sa valeur de combat justement dans un combat dans lequel il prend part? La réponse c'est non. Par exemple, on a Lurtz et deux autres Uruk-hai contre un guerrier, peu importe. Si Lurtz a été paralysé justement par un pouvoir magique, eh ben, il ne va pas conférer en fait sa capacité de combat de 5, mais du coup ça sera les deux autres Uruk-hai qui ont une capacité de combat de 4 qui vont être affectés. Enfin c'est eux qu'on va prendre en compte, et pas la capacité de Lurtz. Si une figurine avec un tambour de guerre est sous l'effet du pouvoir magique paralysie, est-ce que les autres figurines vont toujours bénéficier du tambour de guerre? La réponse c'est non. C'est pareil que la question d'avant. S'il est paralysé, bah, du coup on ne va pas faire bénéficier tout simplement le tambour de guerre aux figurines alliées. Si une figurine qui peut se régénérer ou faire une résurrection, telle par exemple les Nazgûl de Dol Guldur ou Sauron avec l'anneau unique, et que justement cette figurine est sous l'effet en fait du pouvoir magique, toujours le fameux pouvoir magique paralysie, donc quand il est tué, est-ce que justement il va être toujours sous les effets en fait du pouvoir magique paralysie lorsqu'il va revenir à la vie, lorsqu'il va retourner en jeu? La réponse c'est non. Donc ça veut dire que si par exemple vous lancez le pouvoir magique sur un des Nazgûl de Dol Guldur et que vous le tuez sur le même tour, eh ben, il repop en fait grâce à leur règle spéciale justement de résurrection, il repop le tour d'après, mais il n'est plus en fait sous l'effet paralysie, il pourra revenir sans cet effet-là. Si une bête de guerre ou un char est embrasé, peut-il en fait se coucher ou se mettre au sol en fait pour essayer d'éteindre le feu? Donc la réponse c'est non. La seule façon en fait pour les bêtes de guerre ou les chars d'éteindre en fait l'embrasement qui est sur eux, donc quand ils sont enflammés, c'est d'entrer en fait dans un élément d'eau, donc par exemple un lac ou une rivière. Alors cette question est assez technique. Alors est-ce qu'une figurine qui peut lancer un pouvoir magique tel que commandement ou contrainte et qu'ensuite, en fonction du résultat, effectue justement un test de courage pour charger une figurine avec la règle spéciale terreur? Donc la réponse c'est non. Si une figurine qui souhaite chercher en fait une figurine avec terreur, alors elle doit faire son test de terreur au début de sa phase de mouvement, même si la figurine en question est beaucoup trop loin par rapport au mouvement autorisé par rapport au début de sa phase de mouvement. Alors pour expliquer en gros, si on a un magicien qui veut attaquer un Nazgûl qui est, je sais pas, 14 pouces, il est beaucoup trop loin pour aller le charger. Et du coup, on souhaite lancer le pouvoir magique, en fait, commandement ou contrainte sur le Nazgûl pour le rapprocher. On doit d'abord effectuer en fait le test de courage pour charger le Nazgûl, même s'il est trop loin de notre phase de mouvement. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Donc, ça veut dire qu'on lance d'abord les dés pour effectuer le test. On a vu si notre test passe, donc admettons justement que le test passe pour charger, mais bien sûr le Nazgûl est toujours trop loin. C'est seulement après qu'on peut lancer le pouvoir magique justement de commandement ou contrainte. Et bien sûr on n'est pas sûr qu'il passe, pour essayer justement de le rapprocher et ensuite le charger. Et on n'a pas le droit de le faire, en tout cas il sous-entend dans la question qu'on n'a pas le droit de faire l'inverse. On n'a pas le droit d'abord de lancer le pouvoir magique parce que du coup on est pendant la phase de mouvement, alors que normalement effectivement les tests de terreur se font au début de la phase de mouvement. Donc voilà, c'est un peu technique, il faut d'abord effectuer le test de terreur pour charger l'adversaire, même s'il est trop loin. Et pendant la phase de mouvement, on lance la contrainte pour rapprocher le Nazgûl. Et ensuite, une fois qu'il est proche et qu'on est à portée de le charger, on le charge. Et on n'a pas besoin de faire le test de terreur parce qu'on l'a déjà effectué au début de la phase de mouvement. C'est technique, mais en tout cas, moi, c'est ce que je comprends dans la question. Si une figurine qui porte un objet léger est tuée en combat rapproché, mais que la figurine justement qui l'a tué n'est pas au contact socle à socle avec la figurine qui a été tuée,
Donc ils prennent justement comme exemple si c'est un soutien. Est-ce que la figurine qui a tué justement peut prendre possession en fait de l'objet léger? Donc la réponse c'est non, en fait l'objet léger va être lâché à l'espace où la figurine a été tuée. En fait il y a deux exemples. En fait, on va prendre juste l'exemple. En fait, il y a un guerrier de Myasiri qui a justement un objet léger lors d'un objectif, par exemple, et il rencontre dans un combat deux orques. Donc un orc qui vient en socle à socle, et le deuxième orc, lui, sera en soutien vu qu'il a une lance. Donc lui, il n'est pas en socle à socle. En fait, si justement le guerrier de Myasiri perd son combat et est tué par la figurine qui est directement en socle à socle, donc le guerrier avec bouclier en général, lui va récupérer l'objet justement léger. Par contre, si on lance les dés séparément et que c'est pas l'orc qui est socle à socle, mais l'orc qui est en soutien, alors lui, il va pas le récupérer parce qu'il n'était pas socle à socle avec la figurine du guerrier de Myasirite. Et donc en fait, l'objet léger va être lâché et on va du coup déposer un marqueur là où était en fait la figurine du guerrier de Myasirite. Si un engin de siège tire et touche justement un combat, est-ce que justement ça va être toutes les figurines dans ce combat qui vont être touchées et blessées si elles souffrent justement d'une blessure due au tir? Ou est-ce que c'est juste la figurine qui a été touchée par le tir initial? Alors la réponse c'est que c'est simplement en fait la figurine qui a été touchée par le tir initial de l'engin de siège qui va subir en fait la blessure, et ensuite ça dépendra après de quel engin de siège on parle, mais bien sûr c'est d'abord la figurine qui est touchée par le tir initial qui va subir la blessure. Si un joueur annihilie en fait toutes les figurines du joueur adverse sur du coup le champ de bataille, mais que ce joueur adverse a toujours des figurines qui doivent entrer sur la table, est-ce que cela compte comme étant une mort subite? Alors, il y a deux réponses à la question. Ça dépendra en fait des cas, si c'est des cas de scénario ou si c'est des cas en fait spécifiques ou des règles spéciales dues aux figurines. Alors le premier cas, si c'est dû à des règles de scénario, si justement le joueur a toujours en fait des figurines qui doivent rentrer par un bord de table à cause des règles de scénario, alors et que toutes ces autres figurines ont été éliminées sur le champ de bataille, cela ne va pas en résulter en tout cas une mort subite. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre tout de suite. Il pourra toujours faire rentrer ses figurines en jeu parce que c'est en fait le scénario qui lui a imposé de faire rentrer ses figurines à des moments différents par exemple. Mais par contre, si justement si le joueur a des figurines un peu spéciales, donc là ils prennent justement un peu plus loin l'exemple du guetteur de l'eau ou des mercenaires gobelins. Là c'est pas le scénario qui lui impose, c'est les figurines qui justement ont des règles spéciales ou des capacités spéciales pour rentrer en jeu. Et dans ce cas-là, si justement il s'est fait annihiler et qu'il n'a pas eu le temps en fait de faire arriver par exemple ces gobelins mercenaires en jeu, là dans ce cas-là ça va être une mort subite et du coup il va perdre directement la partie. Dans le scénario Seigneur de bataille, est-ce que je vais ajouter des points à mon compteur de blessures pour avoir blessé ou désactivé justement un engin de siège? Alors la réponse c'est oui. Si on réussit justement à désactiver un engin de siège, alors on va ajouter en fait les points à notre compteur de blessures égal au nombre de blessures restantes de l'engin de siège. Donc en fait, c'est soit on réussit à détruire en tirant dessus avec par exemple un autre engin de siège ou avec des phases de tir. Voilà. Donc par exemple un engin de siège qui a 10 points de vie, on réussit à le tuer normalement avec des tirs. Donc on gagne 10 points à notre compteur de blessures. Mais si par exemple on lui a infligé que 3 blessures, donc il lui reste 7 points de vie, point de structure on va plutôt appeler, à l'engin de siège. Si on arrive près de l'engin de siège, on peut passer un tour complet sans être au combat pour justement le désactiver et le rendre inopérant. Et du coup les 7 points de structure restantes vont aussi être amenés à notre point, en tout cas notre compteur de blessures pour le scénario justement Seigneur de bataille. Dans le scénario Seigneur de bataille, est-ce que je vais ajouter des points à mon compteur de blessures pour justement les charges de démolition adverses qui ont détonné? Alors la réponse c'est que non, alors il va en fait y avoir deux cas. La réponse c'est non si la détonation a été faite justement dans un cadre dit légal d'explosion. Donc si mon adversaire justement a une charge de démolition et l'a fait exploser, alors là on ne va pas les compter dans mon compteur justement de blessures pour le scénario Seigneur de bataille. Par contre, s'il n'a pas réussi à faire exploser sa charge et que moi j'arrive avec un guerrier et que je la mets totalement inopérante, dans ce cas-là, oui, je vais gagner en fait des points à mon compteur de blessures dans le scénario Seigneur de bataille. Voilà, c'était la dernière FAQ pour le manuel des règles. Maintenant, on va regarder justement les armées du Seigneur des Anneaux.
Sam Gamgee peut-il utiliser en fait sa règle spéciale laissez-le où je vous aurai pour déclarer en fait un combat héroïque gratuitement s'il est déjà en fait dans le même combat que Frodon? La réponse c'est non. En fait, il peut utiliser sa règle s'il est dans un autre combat, mais s'il est dans le même que celui de Frodon, il ne peut pas utiliser sa règle pour faire un combat héroïque gratuit. Alors, cette règle-là, elle me fait bien marrer. Je pense qu'il y a des malins qui se sont amusés. Est-ce que justement, Meriadoc, Brandebrook ou Peregrine Took peut-il utiliser en fait sa règle spéciale pour la compter, pour dépenser les points de puissance d'un Boromir du Gondor qui est apporté, mais un Boromir du Gondor ennemi? Et oui, je pense qu'elle est bien comique celle-là. Alors oui, il peut y avoir des matchs miroirs, ou alors simplement on a envie d'utiliser Merry et Pipin. C'est vrai qu'ils ont leur règle spéciale qui marche avec justement Boromir qui peut donner ses points de puissance. Mais si le Boromir du Gondor est à l'adversaire, si c'est un Boromir ennemi, non, forcément la réponse c'est non. Je pense que ça va de soi, mais apparemment c'était pas clair, donc ils ont voulu le mettre dans la fac en tout cas. Gandalf le Blanc peut-il utiliser les points de volonté de Shadowfax, de Gripoil, afin justement de pouvoir lancer des points magiques? La réponse c'est non. Gripoil qui a 12 pouces au lieu de 10 par rapport aux autres cavaliers et qui a 2 points de volonté et 1 point de destin. Non, bien sûr, il ne peut pas donner en fait ses points de volonté comme ça pour que Gandalf puisse lancer des sorts, sachant qu'il a déjà 6 dans sa réserve, plus un gratuit, c'est déjà pas mal. Gandalf le Long peut-il utiliser les points de volonté de Gripoil afin de résister en fait à un pouvoir magique? Donc dans la réponse, ça va dépendre en fait du pouvoir magique qui est utilisé. Si le pouvoir magique spécifique en fait il va cibler soit le cavalier soit la monture, par exemple ils prennent justement dans la réponse l'exemple du Black Dart qui est le trait des ténèbres. Alors seulement en fait justement le cavalier ou sa monture vont être ciblés par le pouvoir magique, et donc seulement si on cible par exemple le cavalier, donc ici Gripoil, c'est lui qui va utiliser ses points de volonté de sa réserve, donc il pourra utiliser 1 ou 2 points vu qu'il en a 2 de sa réserve. Et le deuxième exemple, c'est si en fait le pouvoir magique cible en fait l'entièreté de la figurine, tel qu'avec par exemple les pouvoirs magiques soit de commandement ou de contrainte, alors en fait les points de volonté peuvent être utilisés soit de Gandalf, soit de Gripoil, ou la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser 2 points de la réserve de Gandalf, 1 point de la réserve de Gripoil, plus le dé gratuit, ça ferait 4 dés en tout. Et on peut faire l'association pour pouvoir résister, si ça cible bien sûr l'entièreté de la figurine. Et il précise à la fin, cependant, Gandalf ne doit jamais justement utiliser ses points de puissance pour améliorer un des 6 lancé par un des points de volonté de Gripoil, ce qui va de soi. Donc quand on lance les dés, il faut mieux les différencier avec soit des couleurs différentes, soit les lancer un par un, pour les dissocier. Un porteur de bouclier peut-il utiliser sa règle spéciale Défenseur du Roi pour déclarer un combat héroïque gratuit s'il est déjà en fait dans le même combat que le héros nain justement qu'il doit protéger? La réponse c'est non, et je pense qu'ils ont bien fait de clarifier parce que c'est vrai que c'était un peu source de mésentente sur la règle. Si justement on pouvait faire bénéficier, c'est un peu comme Frodon et Sam qu'on a vu un peu plus haut. Et il y a aussi du côté du Rohan, ils ont clarifié justement le même système de règles. Au moins maintenant c'est clair, les deux doivent être dans un combat différent, pour que justement le porteur, là en tout cas dans la question, le porteur de bouclier puisse bénéficier du combat héroïque, et pas qu'il soit justement dans le même combat que le héros nain. Si une figurine qui est touchée par le tir initial d'un tir de baliste et est tuée, est-ce que justement elle va être jetée en arrière, projetée en arrière, ou est-ce qu'elle va être retirée immédiatement? Donc la réponse c'est que la figurine tuée est toujours en fait projetée en arrière et va pouvoir toucher aussi les figurines qui sont sur son passage. Parce que oui, en fait, quand il y avait le tir, la question c'était de savoir si on retirait tout de suite la figurine et du coup il n'y avait plus le projeté en fait de la figurine sur potentiellement d'autres figurines derrière. Là non, elle peut être tuée sur le coup, mais elle reste en jeu pour ce qui va être considéré, en tout cas la traînée qu'elle va laisser derrière elle, et en tout cas de pouvoir projeter peut-être d'autres figurines sur son passage. Si une figurine ennemie commence en fait son mouvement déjà dans la zone de contrôle de Tom Bombadil ou Bédor, est-ce que cela l'autorise en fait à les charger comme il a commencé justement son mouvement déjà dans la zone de contrôle? La réponse c'est non. Une figurine qui commence en fait son mouvement dans la zone de contrôle de Tom Bombadil ou de Bédor peut seulement en fait soit ne pas bouger et rester là où il est, ou alors finir en dehors de la zone de contrôle de Tom Bombadil ou Bédor. Une bête de guerre ou un char qui ignore en fait les zones de contrôle quand il bouge
peut-il en fait bouger dans la zone de contrôle de Tom Bombadil ou Bédor et justement arriver socle à socle avec eux? Et si oui, que se passe-t-il? Donc la réponse c'est que oui, une bête de guerre ou un char peut bouger en fait dans la zone de contrôle de Tom Bombadil ou Bédor et même être au contact avec l'une des deux figurines. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que justement Tom ou Goldberry, donc du coup Bédor, ne vont pas prendre en fait de touche de la bête de guerre ou du char, et la bête de guerre ou le char vont directement s'arrêter en face d'eux, comme si c'était un mur en fait. Et en plus de ça, du coup, les deux figurines, donc à la fois la bête de guerre et le chariot qui rentrent en contact avec Tom Bombadil ou Bédor, vont être engagés dans un combat. Et bien sûr, il rappelle justement à la fin qu'il ne faut pas oublier cependant que Tom ou justement Bédor gagneront automatiquement tous les combats dans lesquels ils sont impliqués, et donc il n'y a aucun risque qu'ils soient écrasés par un Moumak complètement déchaîné ou écrasés par un char. Quand le cavalier d'un chevaucheur de warg est tué et que le warg justement passe son test de courage pour rester sur le champ de bataille, est-ce que le warg en fait va conserver le mot-clé Mordor ou Angmar, qu'ils ont pris en exemple? Cela dépendra bien sûr de la liste d'armées que vous prenez. La réponse c'est oui. En fait, si tout simplement le cavalier d'un chevaucheur de warg est tué, eh ben, le warg va conserver en fait les propriétés des mots-clés de la liste où il est. Donc si c'est le Mordor, si c'est un chevaucheur de warg du Mordor, ben, il va rester un warg du Mordor. Pareil si c'est de Langmar, pareil si c'est de l'Isengard par exemple. Le guetteur de l'eau peut-il cibler directement les montures avec ses tentacules lors des attaques de tir? La réponse est oui. Le roi doré d'Abracam peut-il être soutenu par une figurine armée d'une lance ou d'un pic qui ont un socle de 25 mm? La réponse c'est non. Les figurines de guerriers Maoud peuvent-elles bénéficier en fait du bonus d'armée La Fierté du Guerrier s'ils sont justement à portée d'une figurine alliée, donc un commandant par exemple de guerre de Moumak sur justement un Moumak de guerre royal ou un Moumak de guerre du Harad ou encore un Moumak de guerre du Harad avec justement l'amélioration, le chef de clan Maoud, dans un combat et bien sûr dans les 6 pouces de... Alors la réponse c'est que oui, bien qu'en fait le héros Maoud n'est pas techniquement dans le combat lui-même, mais justement chevaucher un Moumak va être une très grande inspiration pour les guerriers. Alors je rappelle, en fait la question est un peu complexe, enfin c'est pas qu'elle est complexe, c'est juste qu'il faut préciser certains, surtout le bonus armé. En fait les guerriers Maoud, donc les figurines de guerriers Maoud vont pouvoir bénéficier en fait du bonus armé si justement il y a un héros Maoud qui est déjà dans un combat à 6 pouces de... Et en fait, dans la question, c'est de savoir si justement le héros Maoud est en train de diriger un Moumak. Est-ce qu'on le considère en fait dans le combat ou pas? Et en fait, la réponse c'est qu'il le considère oui, que le héros Maoud justement qui chevauche le Moumak est dans le combat, même si techniquement c'est pas lui qui est au combat, c'est le Moumak. Un ravageur corsaire peut-il activer sa règle spéciale tueur compulsif s'il prend part justement à un combat héroïque? Et aussi, si un ravageur corsaire active justement sa règle spéciale tueur compulsif dans la phase de mouvement, va-t-il toujours bénéficier en fait de cette règle s'il prend part justement à un combat héroïque dans le même tour? La réponse c'est oui aux deux. Alors, je vais juste revenir dessus. En fait, le ravageur corsaire a donc sa règle spéciale bien sûr tueur compulsif, qu'il peut, donc s'il est près d'un bossum, il n'a pas besoin de lancer de dés pour effectuer un test de courage. S'il est à plus de 6 pouces d'un corsaire bossum, il va devoir effectuer un test de courage. S'il échoue, il va rentrer en fait dans une sorte de folie meurtrière et il va devoir charger en fait les ennemis les plus proches. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'ennemis plus proches, ça va être les figurines alliées. Donc ça, c'est un peu la contrepartie. Par contre, il y a aussi des avantages à rentrer dans cette folie meurtrière. C'est qu'il va gagner déjà +1 pour blesser pendant les combats. Et il peut aussi charger toutes les figurines qui ont la terreur sans lancer de dés de test de bravoure. Donc ça c'est pour rappeler en fait la règle spéciale justement tueur compulsif. Et en fait dans la question c'est de savoir justement si en fait il fait un mouvement qu'il attaque normalement sans être en fait dans cette folie meurtrière. Si justement ensuite il remporte un combat héroïque et il souhaite justement aller dans un autre combat grâce au combat héroïque, puisqu'on peut effectuer un deuxième combat, en tout cas si on réussit à remporter le combat dans un combat héroïque. Justement, la question c'était de savoir s'il peut, à ce moment-là, parce que ça se fait toujours au début du mouvement, et bien là apparemment ça réinitialise, en tout cas dans la réponse, ça réinitialise en fait le mouvement du ravageur corsaire, et du coup il peut à ce moment-là réactiver sa règle spéciale. Donc du coup, s'il fait d'abord un mouvement, il fait un combat où il est dans un combat héroïque
qui gagne ce combat, et ben on peut le rebouger, et en rebougeant, on va devoir effectuer un test, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut aussi refuser le test, et automatiquement échouer, et du coup rentrer dans une folie meurtrière. Et donc du coup, ça va faire qu'en fait, il va faire un premier combat où il n'aura pas cette folie meurtrière, mais grâce au combat héroïque, il va rejoindre un deuxième combat. Bien sûr, il faut qu'il gagne ce combat héroïque, mais il pourra rejoindre un deuxième combat où il pourra être en folie meurtrière. Et donc du coup, par exemple, charger une figurine qui a la terreur sans lancer de dés et gagner bien sûr le plus 1 pour blesser. Et en fait, la deuxième question du Ravageur Corsaire, c'était est-ce qu'il a le droit de le conserver pour les deux combats? Ça veut dire qu'il fait un premier combat où là, en fait, il a enclenché au début de sa phase la folie meurtrière, donc sa compétence justement tueur compulsif. Et du coup, est-ce que le fait d'aller dans ce premier combat, toujours dans un combat héroïque, le gagner et aller dans un deuxième combat, est-ce qu'il avait le droit justement d'avoir ce bonus à chaque fois? Et la réponse des designers, c'est oui, tu peux être en folie meurtrière pour les deux combats, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant à la FAQ du livre Les armées du Hobbit. Là, ça va être rapide parce qu'il n'y a qu'une seule FAQ qui a été mise à jour. Donc la voici. Donc qu'est-ce qui arrive si Floï justement annule en fait la règle spéciale Résurrection impie justement d'un Nazgûl de Dol Guldur et que justement ce Nazgûl de Dol Guldur est tué dans le même tour? Et bien en fait, tout simplement, la suppression de la règle en fait Résurrection impie signifie qu'en fait, il n'y aura aucun marqueur à placer justement lorsque le Nazgûl de Dol Guldur sera tué. Et en tant que tel, en fait, il n'y a pas de marqueur pour qu'il revienne au tour suivant. Et donc, en conséquence, du coup, le Nazgûl sera tué. Allez, maintenant, on est parti pour les compagnies de combat. Donc, la FAQ des compagnies de combat. Alors, si une compagnie de combat, donc là, il y a 3 exemples. Elle engage donc soit un vagabond ou un mercenaire, soit elle gagne en fait de l'équipement à travers justement des coffres ou des scénarios de capture, ou gagne de l'équipement à travers la campagne. Donc, à partir de ces 3 exemples-là, est-ce que justement un héros peut, de la compagnie de combat, acheter de l'équipement pour lui-même, même si elle n'est pas justement dans l'armerie ou n'est pas habituellement justement disponible à l'un des membres de la compagnie de combat? La réponse c'est non. Un héros justement peut seulement en fait acheter de l'équipement qui est dans l'armerie si bien sûr elle est disponible à l'un des membres dans la compagnie de combat habituellement, ou listé justement comme un équipement en fait unique sur la page de présentation de la compagnie de combat. Mais par contre, ce n'est pas possible si elle est disponible d'une autre figurine qui a joint justement d'une autre source, comme par exemple les vagabonds ou les mercenaires. Si j'ai déjà 14 membres dans ma compagnie de combat et que je lance en fait un lancer de dés pour des renforts et que j'obtiens en fait une équipe des gardiens de la porte, qu'est-ce qui va arriver? Puisque en fait, les gardiens de la porte, enfin les gardiens des portes ou de la porte, c'est composé en fait de 2 figurines. Il y a justement le gardien du bouclier de fer qui est devant avec son gros bouclier comme c'est indiqué dans son nom, et le deuxième c'est le porteur de lance qui est derrière. Donc en fait, la réponse c'est que l'équipe justement des gardiens des portes vont être ajoutées comme normalement, même si cela va être au-dessus de la compagnie de combat, donc au-dessus du maximum autorisé, parce qu'il faut savoir que dans les compagnies de combat, on ne peut pas aller au-dessus de 15 figurines en temps normal. Après, il y a certaines compagnies de combat où c'est un peu différent, type par exemple les Gobelins de la Moria qui peuvent aller à 20 ou 25 figurines. Voilà, il y a aussi Lacville, enfin voilà, il y a d'autres qui peuvent aller au-dessus. Mais en général, tous les autres sont limités à 15 figurines. Et bien là, pour ce cas-là, en fait, vous allez en fait aller au-dessus des 15 autorisés dans cette compagnie de combat. Donc si vous étiez à 14, vous obtenez justement l'équipe des gardiens des portes. Vous allez donc avoir 2 figurines de plus, vous allez passer à 16. Et dans la suite de leur réponse, c'est que si justement une autre figurine va être tuée plus tard, justement dans la compagnie de combat, et donc va faire redescendre le compteur de votre limite en fait de figurines à 15, donc du coup au maximal autorisé, il ne va pas pouvoir être remplacé puisque vous êtes du coup maintenant à la limite autorisée de votre compagnie de combat. Si un membre de l'équipe justement des gardiens des portes meurt, combien de points va coûter en fait le membre restant, enfin survivant, justement en points pour l'équipe justement des gardiens des portes? Puisqu'en fait le coût normalement des gardiens des portes est pour les 2 figurines, donc c'est 25 points. Alors la réponse c'est que cela va coûter tout simplement la moitié en nombre de points arrondi à l'inférieur. Donc pour l'équipe des gardiens des portes qui est normalement de 25 points, et ben pour le membre qui va survivre, donc soit celui qui a le bouclier de fer ou celui qui est le porteur de lance, va coûter seulement 12 points.
Un troll des cavernes n'est pas listé comme ayant justement entre parenthèses rare 1, donc il n'est pas limité à un seul exemplaire dans la compagnie de combat. Puis-je avoir plus qu'une seule de ces figurines dans la compagnie de combat de la Moria? La réponse est oui, aussi longtemps que vous avez assez de points d'influence, bien sûr. Puisqu'en fait, le troll justement des cavernes coûte quand même 15 points d'influence, c'est énorme je trouve, mais en même temps, il apporte, voilà, ça reste un troll des cavernes. Et après, il a aussi d'autres particularités, puisqu'il doit toujours rester un guerrier, ça peut pas devenir un héros dans votre compagnie de combat, il peut pas gagner d'expérience, voilà, il est assez limité. Mais par contre, si vous avez 15 points d'influence, vous en achetez un, et si vous avez 30 points d'influence, vous pouvez en acheter un deuxième, et il n'y a pas de limite, vous pouvez toujours continuer. Mais il faut aller quand même les chercher, les points d'influence, parce que ça coûte cher. On est parti pour la FAQ cette fois du livre en fait des scénarios ou matchs compétitifs. Alors là, il y a eu juste 2 modifications, et en plus on les a déjà vues juste avant. Alors en fait, dans le scénario Seigneur de bataille, est-ce que je peux ajouter en fait les points au compteur de points des blessures pour justement blesser ou désactiver en fait un engin de siège? La réponse c'est oui. Si vous réussissez en fait à désactiver un engin de siège, alors vous allez ajouter en fait à votre seuil en fait de blessure égal au nombre de points de structure justement de l'engin de siège qui reste. Ça on l'avait déjà vu précédemment. Et pareil pour la prochaine. C'est toujours dans le scénario Seigneur de bataille. Est-ce qu'on va ajouter en fait des points à notre compteur justement de blessure pour les charges de démolition de l'adversaire qu'il a réussi en fait à faire détonner? La réponse c'est non. Si en fait il a réussi à les faire exploser normalement, elles vont pas compter dans notre seuil en fait de blessure pour ce scénario là. Par contre, si c'est nous qui avons réussi à ramener une figurine et à désactiver tout simplement la charge de démolition, alors là oui on va les comptabiliser par contre puisqu'on a réussi justement à la désactiver dans notre seuil de blessure. On passe à la FAQ de Gondor Atoire. Alors là il y a 2 modifications, enfin 2 nouvelles questions. Est-ce que donc Deorwyn, donc le chef des chevaliers du roi, peut utiliser en fait sa règle spéciale donc pour Théoden pour déclarer en fait un combat héroïque si justement il est déjà dans le même combat que Théoden? La réponse c'est non, et ça a été clarifié comme c'est le cas justement précédemment avec Frodon et la règle de Sam justement qui vient l'aider dans ses combats. Lui aussi c'est combat séparé, c'est-à-dire qu'en fait on doit toujours déclarer son combat mais pas dans le même combat que celui justement qu'on essaie de protéger. Et c'est pareil que la règle du héros nain, enfin qu'on a vu aussi précédemment. Si de multiples figurines de guerriers corsaires dans le même combat choisissent de relancer un seul dé, grâce en fait à la règle spéciale Commandant impitoyable de Delgamar, qu'est-ce qui arrive si justement quelques figurines n'arrivent pas à avoir le plus haut résultat pour justement gagner le combat, mais que d'autres figurines réussissent à le faire? Alors dans ce cas-là, aucune figurine ne vont souffrir en fait de la touche de force 2 en fait pendant ce combat-là, parce qu'en fait c'est le joueur corsaire qui a gagné. Si aucune figurine n'arrive à avoir le plus haut résultat en relançant avec la règle justement assez haut pour gagner en fait le combat, alors en fait les figurines qui ont choisi de relancer vont souffrir d'une touche de force 2. Alors pour remettre dans le contexte, donc Delgamar en fait c'est un héros du corsaire qui est apparu justement dans le supplément Gondoratoire, et il a une règle spéciale justement commandant impitoyable qui permet en fait à toutes les figurines qui sont à 3 pouces de lui de relancer tout simplement leur dé lors d'un combat, lors d'un duel. Et s'ils échouent, ils vont subir une touche de force 2. Sauf que là, en fait, ils répondent à la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe justement s'il y a plusieurs figurines. Par exemple, il y a un guerrier de Miassirith entouré de 3 figurines corsaires. Et bien, admettons que les 3 figurines corsaires obtiennent 4 ou moins, et que le guerrier de Miassirith obtient un 4, et bon, on va dire qu'il remporte le combat. Et bien, dans ce cas-là, justement, si les 3 figurines corsaires sont à portée justement des 3 pouces de Delgamar, on peut relancer par exemple avec une première figurine un lancer de dés, on obtient un 2, on est toujours inférieur au résultat du guerrier de Miassirith. On peut choisir de relancer avec une deuxième figurine, pareil, on relance, on obtient un 3, on est toujours en dessous. Et la troisième figurine, donc normalement en fait les 2 premières figurines devraient subir une touche de force 2, mais comme le combat n'est pas terminé, le joueur corsaire peut choisir encore de relancer avec la troisième figurine corsaire
vu que dans l'exemple que j'ai pris, il y a 3 figurines contre un guerrier de Minas Tirith. Donc la troisième figurine lance et cette fois-ci obtient un jet de dés supérieur à celui-là du guerrier de Minas Tirith. Et dans ce cas-là, en fait, ça fait que le joueur corsaire va gagner le combat. Et donc les deux autres figurines qui normalement devaient se prendre une touche de force 2 ne vont pas la subir parce que même s'ils ont eu inférieur, c'est quand même le joueur corsaire qui a gagné ce combat-là. Et donc du coup, le commandant est quand même fier de vous. Et du coup, Delgamar ne va pas les fouetter derrière eux. Par contre, ça me remet en considération vachement Delgamar. Sur le fait que moi je croyais que c'était comme une bannière, c'est-à-dire que c'était un seul jet de dés. Et en fait, en lisant la question, non, en fait, c'est toutes les figurines d'un combat, enfin, qui sont à 3 pouces, toutes les figurines corsaires qui sont à 3 pouces. Donc du coup, ça rend énormément viable en fait ce personnage. Je pense que la prochaine fois que je jouerai corsaire, je vais le rajouter dans ma force parce qu'il m'a l'air bien chaud. Donc ouais, voilà, c'était en tout cas l'explication. Donc vous pouvez relancer autant de fois. Par contre, justement, ils mettent à la fin, si la troisième figurine avait échoué elle aussi, dans ce cas-là, les 3 figurines subissent, en plus de perdre le combat et de se faire taper par le guerrier de Minas Tirith, à moins qu'il soit protégé par le bouclier, bien sûr, mais elles vont toutes subir une touche de force 2. On passe au livre War à Trohan, donc cette fois-ci il y aura une seule modification, une seule question apportée. Si un Huskarl, donc Dunlanding, est en soutien justement dans un combat et dans les 3 pouces de plusieurs figurines de héros Dunlanding, est-ce qu'il va justement gagner un +1 est-ce qu'il va justement gagner +1 à sa valeur de combat pour chaque donc figurine de héros de sa faction, due à sa règle spéciale justement faveur du chef de guerre? La réponse c'est non, il va seulement obtenir un bonus de +1 à sa valeur de combat, sans garder en fait le nombre de héros, de figurines de héros justement Dunlanding qui est apporté. Parce qu'en fait, il a sa règle spéciale justement qui lui permet, donc il a 3 de capacité de combat, et en fait il peut gagner +1, donc il peut passer à 4, s'il y a justement une figurine de héros de sa faction, donc Dunlanding, près de lui. Et en fait la question c'était de savoir, bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a 2, 3, enfin s'il y en a plus? Est-ce que ça augmente à chaque fois? Et donc là, ils ont tranché, et la réponse est non, tu peux gagner que +1, donc tu peux être au maximum jusqu'à 4 en capacité de combat. Et on arrive enfin aux dernières questions, donc là ça va être directement le dernier livre, donc il n'y a pas eu en fait pour le livre le nettoyage de la comté, donc on passe au dernier livre qui est la quête du porteur de l'anneau. Alors on commence avec la première question, donc la règle spéciale en fait, l'appel des oiseaux donc, de Mablung, qui signifie justement que Mablung et donc les figurines de Ranger du Gondor alliés dans 6 pouces de lui peuvent cibler en fait les figurines ennemies avec la règle discrétion, même s'ils sont justement à plus de 6 pouces des figurines du Gondor. La réponse c'est oui. Notre cher Barleyman Butterbur, donc, qui était traduit en français par Prosper Poire de Beurré. Donc est-ce que justement notre cher Prosper va utiliser sa règle spéciale Prosper Poire de Beurré à votre service pour bénéficier en fait à une figurine de héros qui fait partie justement de la communauté, mais qui ne fait pas partie de la liste d'armée de la communauté de l'anneau, tel que par exemple si on prend Gandalf le Gris de la liste d'armée des survivants de Lac-Ville, ou Aragorn le roi d'Elessar de la liste d'armée de Minas Tirith, ou alors Legolas Vertefeuille, prince de la Forêt Noire, de la liste d'armée, il me semble, c'est les halls de Thranduil. Et ben la réponse, c'est seulement en fait les figurines de héros qui prennent directement part à la liste d'armée de la communauté de l'anneau, qui vont bénéficier du bonus en fait dans la règle spéciale justement de notre cher Prosper Poire de Beurré. Prosper en fait, il fait partie des vagabonds de la Terre du Milieu, il peut être ajouté dans plusieurs listes d'armée, et ce qui donne, c'est qu'en fait, quand il va être au contact avec une figurine alliée, on va lancer un des 6, et sur un 5+, cette figurine va récupérer en fait un point de vie perdu précédemment dans le combat. Et en fait, il a un bonus pour ceux qui appartiennent justement à la liste d'armée de la communauté de l'anneau. Ils vont pas récupérer leur point de vie sur du 5+, mais sur du 4+. Et en fait, pour bénéficier de ce bonus, en fait, les designers ont tranché. Si en fait vous prenez Gandalf le Gris dans la liste d'armée de la communauté de l'anneau, là c'est bon, il va avoir le bonus, il va l'obtenir sur le 4+. Mais si vous prenez, comme il dit justement dans la question, si vous prenez Gandalf le Gris, mais de la liste d'armée par contre des survivants de la ville, et cette fois-ci vous n'allez pas avoir le bonus et vous allez récupérer votre point de vie. Si vous avez justement notre cher Prosper dans votre armée, vous allez récupérer sur un 5+, et non sur un 4+, même si Gandalf fait partie logiquement de la communauté de l'anneau, mais là il n'a pas été pris dans la liste d'armée de la communauté de l'anneau. Gimli peut-il utiliser en fait donc le présent qu'il reçoit de Galadriel pour relancer en fait les dés des figurines alliées donc pour le duel, ou seulement en fait ses propres dés?
Donc la réponse c'est seulement ses propres dés. Alors là en fait c'est le Gimli de la Légion légendaire, la dissolution de la communauté. Donc il n'y a pas Gandalf, mais il y a les 8 autres personnages justement de la communauté. Et dans cette Légion légendaire, ils ont tous reçu un présent de Galadriel. Donc Frodon c'est par exemple la lumière d'Aerendil. Il y a Sam qui reçoit la fameuse corde elfique où il viendra attacher autour du cou de Gollum. Il y a Legolas par exemple qui reçoit un arc des Galadrim. Enfin voilà, ils ont tous un présent. Et Gimli lui reçoit, alors traduit en français, là ça a été traduit par les cheveux de Galadriel. Et en fait ça lui permet tout simplement de relancer tous ses dés pendant un combat. Et il peut le faire 3 fois pendant la partie. Et donc la question c'était, comme il peut relancer tous les dés, est-ce que ça inclut aussi toutes les figurines alliées qui participent au combat avec lui, ou seulement les siens? Et du coup les designers ont tranché, non c'est seulement, en fait c'est son bonus à lui, donc ça va être seulement ces dés qu'il pourra relancer. Quand il fait partie en fait de la Légion légendaire, les profondeurs de la Moria, le Balrog peut-il cibler en fait Krima langue de serpent avec sa règle spéciale et la flamme? La réponse c'est oui. Alors, Krima langue de serpent en fait ne peut pas normalement être attaqué par des attaques de tir. Par contre, dans sa règle spéciale, il est indiqué qu'il peut être ciblé quand même par des attaques magiques. Et en fait, justement, là, la capacité en fait du Balrog dans cette légion légendaire, c'est qu'à un moment, enfin une fois pendant la partie, il peut justement s'enflammer comme on le voit dans le film, et du coup il devient entièrement de feu. Et en fait, il peut cibler une figurine à 3 pouces de lui. Donc là, la question c'était de savoir s'il pouvait cibler Krima, parce qu'en fait, Krima ne peut pas être attaqué par des attaques de tir, mais il peut être ciblé et par des pouvoirs magiques. Donc la question c'était de savoir justement si on considérait comme un tir ou comme un pouvoir magique, sachant que bien sûr, le fait qu'il vient s'enflammer, donc il cible une figurine à 3 pouces, donc la Krima, et ça va lui faire en fait le sort d'embrasement, enfin set blaze en anglais, set ablaze. Donc du coup l'embrasement qui va lui faire subir des touches de force 9 de souvenir à chaque tour. Et donc il a été tranché que le Balrog peut le faire et peut cibler Krima, puisqu'on ne va pas le considérer comme une attaque de tir, mais comme un pouvoir magique dans ce cas-là. Si une figurine Esprit Servant de l'Anneau déclare en fait un élan héroïque, peut-il utiliser en fait la règle spéciale, donc le cri des Nazgûl, dans le même tour? La réponse c'est oui, le cri des Nazgûl l'autorise justement à utiliser une version canalisée en fait d'immobilisation, bien que ce n'est pas lui qui ait déclaré en fait à l'initiale justement l'utilisation de la canalisation héroïque. En fait, donc pour revenir en fait sur cette question, donc là c'est le Nazgûl venant en fait de la liste donc de la Légion légendaire, les Cavaliers Noirs. Et en fait dans cette Légion légendaire, on a une capacité spéciale pour chaque Nazgûl, qui est justement le cri des Nazgûl que chaque Nazgûl peut faire, et ça va faire une version canalisée d'immobilisation. Et en fait, dans la question, c'est de savoir s'il peut faire, donc s'il a le droit justement de lancer en fait l'élan héroïque, qui est une action héroïque, et normalement on peut en faire qu'une par phase. Et là en fait, en faisant aussi le cri des Nazgûl, en fait le cri des Nazgûl va faire une version canalisée de transfixe. Et pour faire une version canalisée, normalement on doit faire aussi un point de puissance en théorie pour faire justement l'action héroïque. Donc normalement il y a 2 actions héroïques là pendant cette phase. Mais techniquement c'est pas la même chose, parce que le Nazgûl va juste faire en fait l'élan héroïque, donc il va faire son action héroïque, mais le cri des Nazgûl est une capacité spéciale qui va faire justement qu'il y a une version canalisée d'immobilisation. Donc dans ce cas-là, en tout cas, c'est autorisé à le faire, puisqu'il y en a un, c'est bien une action héroïque que fait le Nazgûl, et l'autre, c'est une capacité spéciale, c'est pas une deuxième action héroïque. Et voilà, c'est la fin des commentaires des designers, donc la fin de la FAQ de février 2021. J'espère que certaines réponses vous ont éclairé sur justement certaines interrogations que vous aviez, sur certaines capacités, sur certains effets de jeu. Voilà, et ça sert à ça justement, cette FAQ qui se passe donc tous les 6 mois. Donc il y a en février et il y en a une deuxième chaque année en août. Donc voilà, donc là c'était la première de l'année 2021, février 2021. N'hésitez pas à rejoindre les Discord si vous avez d'autres interrogations. Donc il y a le Discord de la chaîne qui est plus axé sur le jeu Vassal, et il y a aussi le Discord donc Middle Earth Strategy Battle Game France, où là vous allez retrouver des personnes qui parlent de peinture, voilà, du hobby en général. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur celui-là. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.